Bonjour et bienvenue à Victoriaville vous informe. Aujourd'hui, une émission aux allures estivales. On rencontre Karline Gazal de la ville de Victoriaville qui nous parle des potagers urbains et nous présente les membres fondateurs des Incroyables comestibles. On rencontre ensuite Joanie Pelletier de Gestera qui nous parle d'un projet très intéressant qui a eu lieu dans les écoles, Mon projet minceur. Et enfin, c'est Mme Christine Saint-Pierre qui complète l'émission et nous parle de tout ce qui se passe cet été au Parc Terre des Jeunes. Bonne émission! On débute l'émission avec Karline Gazal, coordonnatrice développement durable à la ville de Victoriaville. Bonjour Karline. Bonjour Fanny. Tu nous as donné rendez-vous dans le Verger des Frères, derrière le complexe Sacré-Cœur. Pourquoi nous donner rendez-vous ici aujourd'hui? Bien, ça va donner une idée un peu de ce qui s'en vient là, au coin boulevard Labbé Sud et Notre-Dame-Est. Alors, on a un beau projet de potager urbain collectif. Donc, suite à nos essais de l'an dernier au réservoir Baudette avec une plate-bande transformée en potager et l'intérêt grandissant pour les incroyables comestibles, on va vous en parler tantôt, mais à ce moment-là, on a décidé de faire un beau potager urbain avec des bacs accessibles au niveau même des personnes là, à mobilité réduite. Alors, tout le monde va pouvoir participer. On a commencé à entendre parler de potager urbain l'année passée. Il y avait quelque chose qui s'était fait au réservoir Baudet qui a été quand même très populaire. Oui, bien c'était un projet pilote parce qu'on se demandait, les gens, comment ils vont réagir? Est-ce qu'on va avoir le bâtiment rempli de tomates écrasées? Au niveau, tu sais, on se demandait là, comment ça allait être avec les citoyens parce que c'est ouvert à tous. Tout le monde peut aller déguster les légumes à l'automne. Alors, on a mis des petites affiches à mesure que les légumes étaient prêts pour inviter les gens à venir cueillir. Donc là, le projet de potager urbain sur le boulevard Labbé, c'est vraiment à côté de l'école du meuble. C'est vraiment aussi d'inviter à participer. Donc les citoyens, c'est ouvert à tous les citoyens qui veulent donner un peu de temps, s'ils veulent venir entretenir, enlever des mauvaises herbes. Alors on va les inviter là, à participer pendant tout l'été. Donc, le potager urbain, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un grand travail de partenariat. Oui, puis on a beaucoup de partenaires. On a fait quelques réunions là, pour voir l'intérêt aussi des organismes du milieu. Donc, je vais les nommer là, pour ne pas les oublier. Je les ai sous les yeux. Donc, Société d'horticulture et d'écologie de Victoriaville qui sont impliqués, Sécurité alimentaire, la commission scolaire avec le projet de Jeunes Pousses. Donc, c'est vraiment les jeunes des services de garde qui vont faire pousser les semis, qui vont venir les planter au mois de juin. On a les sacs des fermières, le club d'ébénisterie qui va nous monter nos bacs. On a des bacs au sol, on a des bacs surélevés. Alors, ils vont participer à la construction de tout ça. Jardin communautaire, cuisine collective, le cégep de Victo, avec les étudiants, là, surtout en agriculture biologique, qui vont vraiment donner du temps cet été. Là, donc, on apprécie beaucoup. Puis les incroyables comestibles là, qui s'arriment à tout ça. Parce que c'est un gros projet, là, ça n'a rien à voir avec le potager urbain qu'il y avait au réservoir Baudet l'an passé. Non, je vous laisse voir. À mesure, en tout cas, au cours du mois de fin mai, vous allez voir un petit peu là, qu'est-ce qu'il y en a. Puis c'est vraiment de plus grande envergure que notre petit coin du réservoir Baudet. Puis, j'imagine que ça s'est fait dans d'autres villes. Ça a eu des beaux succès. Les gens participent bien. C'est quoi nos objectifs avec le potager urbain? On s'attend à ce que les gens contribuent? Bien, c'est un projet pilote cette année. On va avoir aussi beaucoup d'arbustes fruitiers, en plus des légumes et tout ça. On fait des essais. On va voir comment ça évolue. On va voir l'implication des gens parce que c'est sûr, c'est pas juste le petit service de l'environnement qui va pouvoir entretenir tout ça tout l'été. Donc, on va voir la participation des gens. Dans les autres villes, ça s'est fait, mais à plus petite échelle. Devant les hôtels de ville, des fois, on avait des potagers. Donc, ça commence, là, c'est comme vraiment un mouvement là, qui s'en vient vers ici. Là. Puis toutes les villes, d'après moi, tranquillement, vont participer parce que ça touche les gens, ça touche la nourriture qu'on a besoin, tout le monde. Là. Donc, quand on l'a près de chez nous, bien, c'est vraiment... Donc, le citoyen peut vraiment se promener, aller cueillir sa tomate pour mettre dans sa salade le soir. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de coût. Non, les jardins communautaires, c'est clôturé, chacun sa parcelle. Les jardins collectifs, c'est ouvert à tous. Donc, on passe en vélo à côté, parce que c'est le long de la piste cyclable. On peut s'arrêter, aller cueillir quelques tomates cerises, les manger sur place, jaser avec les gens qui sont là. Donc, c'est vraiment une place de rendez-vous aussi, donc, et d'information et d'éducation. L'objectif de la ville, c'était vraiment éducatif. Informer les gens que c'est pas si compliqué, vous pouvez le faire aussi en arrière de chez vous.
Puis, tout ce coin-là, on aménage quelque chose là aussi là, autour de ce jardin-là. Il va y avoir le jardin, mais il va y avoir comme une halte. Donc, c'est vraiment le coin au complet qui change d'allure. Oui, il y a la structure développement durable qu'on appelle, qui va aussi être installée à peu près au même moment que l'inauguration du potager urbain. Donc, c'est vraiment au niveau des matériaux recyclés. C'est une fontaine. Ça va être un endroit où on peut s'asseoir, relaxer. Donc, ça va être vraiment agréable, ce petit coin nouveau à découvrir au début de l'été. Oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on va commencer à voir s'installer des plants et des pousses? Bien, je vous dirais début juin, là, on va être pas mal dans les plantations. On attend la lune, là, on vérifie tout ça. Puis début juin, on devrait voir les premiers citoyens, les premiers bénévoles là, commencer à mettre les mains à la pâte. Et puis tout le mois de mai, bien, ça va être l'installation des bacs et tout ça. L'installation de toute la structure, puis nos bacs au sol et surélevés et accessibles et tout ça. Et justement, les gens qui voudraient être bénévoles, qui voudraient s'impliquer, qui ont du temps à donner pour ça, comment ça fonctionne? Appelez au service de l'environnement, Ville de Victo, puis laissez votre nom, vos coordonnées, on vous appelle au besoin, laissez votre courriel, on peut vous envoyer de l'information. Donc, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être aussi, je passe par là, puis on va avoir une petite remise, là, il va y avoir un endroit où on va pouvoir avoir de l'information. Donc, on est rendu où? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des plates-bandes à désherber? Donc, même les gens là, sur place qui s'arrêtent vont pouvoir mettre les mains à la pâte. Un projet très intéressant. On a hâte de voir comment ça évoluera durant l'été. Bien, merci beaucoup. Puis on souhaite là, la participation des citoyens en grand nombre. Et pour faire une ouverture vers un autre sujet qu'on a pour l'émission, et ça, c'est le service de l'environnement qui l'avait proposé, on parle des incroyables comestibles, et c'est pour ça, entre autres, qu'on est au Verger des Frères. Pourquoi la Ville veut faire la promotion des incroyables comestibles? Bien, ça rime vraiment bien avec justement ce projet-là que la Ville avait de potager urbain collectif, parce que la Ville, dans le fond, va s'intégrer aux incroyables comestibles. Je vais laisser Alexandre Guillemette vous en parler. Mais donc, c'était vraiment un projet qui se collait très bien aux incroyables comestibles, puis la Ville voulait vraiment appuyer ce mouvement-là. Bien, merci pour la proposition. Je suis sûre que les gens trouveront ça très intéressant. Donc, on passe à Alexandre Guillemette pour la suite de l'entrevue. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Alexandre Guillemette, instigateur du mouvement Les Incroyables Comestibles, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Qu'est-ce que c'est ça, le mouvement des Incroyables Comestibles? C'est un grand mouvement à l'échelle de la planète qui est déjà dans 25 pays et qui prend racine en Angleterre à Todmorden. En 2008, quelques personnes se sont rassemblées puis ils ont découvert un nouveau moyen de resserrer les tissus sociaux, faire quelque chose ensemble de collectif. Donc, on a commencé à planter, à arroser et partager l'abondance alimentaire locale. Et en date d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, les chiffres seraient à peu près de 85 % d'autosuffisance alimentaire dans un rayon de 80 km. Donc, c'est un enjeu là, vraiment important au niveau du développement durable, au niveau des transports, l'alimentation locale, puis c'est vraiment là, une nouvelle dynamique que ça donne aux villes qui intègrent ce mouvement-là. Et d'ailleurs, c'est tout récent pour Victoriaville. C'est venu avec vous, des étudiants en agriculture biologique, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, ça a démarré un petit peu en 2014. Moi, j'ai découvert le mouvement. Puis, je cherchais des collaborateurs à Victoriaville. Après avoir rencontré la ville, tout ça, j'ai découvert un étudiant qui était vraiment impliqué, qui avait déjà participé au mouvement à Trois-Rivières. Donc, on a préparé en janvier 2015 une première réunion. On était déjà à ce moment-là 16 coordonnateurs, prêts à s'impliquer puis à organiser tout ça, pour en fait en faire un mouvement citoyen ouvert et surtout inclusif pour tout le monde, en fait. Et comment ça se traduit, ça, concrètement, ici à Victoriaville, le mouvement des Incroyables Comestibles? Ça se traduit, on a voulu, entre autres, avoir une plateforme web. Donc, on a un icvicto.org, qui est la plateforme officielle, qu'on essaie de cartographier tout ce qui est comestible dans la ville. Donc, présentement, les créateurs d'abondance, qu'on pourrait dire, ont déjà un identifiant sur la carte, géolocalisé. Puis on va mettre des photos, puis on va essayer de montrer aux gens ce qui se fait à Victoriaville, puis inciter les gens aussi à faire pareil. Donc, c'est un peu ce que fait la Ville avec son potager urbain, de ce que je comprends bien. Donc, les gens qui sont prêts à rendre disponibles des cultures comme ça ou des potagers sont inscrits sur une carte et les gens peuvent se servir? Oui, tout à fait. Donc, les gens qui s'inscrivent sur la carte sont déjà prêts à partager leur récolte. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les citoyens peuvent s'impliquer, mais les gens qui veulent être coordonnateurs peuvent aussi l'être. Donc, en s'inscrivant sur le site web, ils participent aux réunions, puis ils organisent tout ça ouvertement, collaborativement. Et aussi un volet partenaire, parce qu'on voulait aussi que les gens d'affaires se sentent aussi interpellés par ça. Donc, on est très ouvert à impliquer des partenaires à 3 niveaux. Au niveau visuel, au niveau du don en temps ou en argent, ou sinon vraiment au niveau de la création d'abondance partagée.
Donc, dépendamment du niveau d'application, les partenaires ont une visibilité sur le site et certains offrent des rabais, là, comme on pense à Élagage Boisfranc, qui, eux, ont accepté de donner gratuitement à tous les créateurs d'abondance partagée des voyages de BRF, qui normalement est près de 100 $ le voyage. Mais là, si les gens partagent déjà leur récolte, ils acceptent de donner des voyages de BRF. Donc BRF, ça, j'imagine que ça sert à la culture. Oui, ça sert à recréer un sol forestier là, en l'espace d'1 an au lieu de 10 ans, avec des rameaux, en fait, d'arbres. Et qu'est-ce qu'on partage? Là, on parle de potager, mais c'est des fruits, des légumes? Oui, en fait, c'est tout ce qui est comestible. Fait que ça peut être des fines herbes, des fruits, des légumes et même des arbres à noix, qui sont plutôt rares. Puis même, pour faire mention qu'à Victoriaville, il y a des gens qui font pousser des kiwis. On pense que c'est impossible, mais oui, c'est possible, puis ça se fait. Et en plus, ces arbres-là fruitiers requièrent très peu de soleil. Donc, ça fait que c'est un arbre qui est potentiellement là, viable dans différentes sections là, ombragées, tout ça. C'est une belle occasion, justement, de découvrir ce qu'on fait dans la région, parce que moi, honnêtement, je ne savais pas qu'on pouvait cultiver des kiwis à Victoriaville. Oui, c'est ça. Il y a tellement de variétés de fruits et légumes là, qui sont ancestraux, qu'on a perdu un petit peu, mais de redécouvrir ça, de partager des semences, créer des liens sociaux avec des voisins aussi, puis avoir des bacs en façade, c'est comme aussi un mouvement de société pour l'amélioration un peu pour le futur, pour les nouvelles générations. Fait on espère créer un impact majeur, puis aussi s'assurer que tout le monde peut participer ouvertement, sans barrière à l'entrée. Donc, c'est vraiment de par les bénévoles que ça se développe. Puis heureusement, la ville est déjà proactive. Donc, ils sont super impliqués. On va le voir avec le potager urbain qui s'en vient collectif. Donc, ça va être un super projet collaboratif que les Incroyables vont participer avec la ville et les citoyens. Et on invite plein de partenaires à se joindre au mouvement. À faire la même chose. Puis est-ce que les échanges se passent entre collaborateurs ou les gens de l'extérieur? Cet échange de nourriture-là, est-ce que je dois être membre des Incroyables comestibles pour participer à ça? Bien, en fait, on peut s'inscrire au niveau de citoyen, coordonnateur ou partenaire. Donc, c'est 3 listes séparées avec certains accès différents. Donc, aussitôt qu'on est coordonnateur, on a accès aux outils de gestion puis tout le matériel qui est collaboratif pour créer un peu cette structure-là qui est très ouverte parce que c'est même pas un OSBL, c'est vraiment ouvert, là, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de règles précises? Ou... Non, c'est sûr qu'on a des ordres du jour, des procès-verbaux, puis les gens intéressés qui prennent le leadership vont prendre les responsabilités aussi. Donc, c'est pas une obligation ou un mandat d'1 an ou 2. C'est vraiment, pour l'instant, il y en a qui font les comptes rendus, d'autres qui font les ordres du jour, d'autres qui lisent les réunions, d'autres qui envoient les communications aux bénévoles, parce qu'on a aussi des bénévoles qui vont aider pour des tâches plus physiques. Donc, il y a des gens qui prennent en charge les communications, les médias, l'affichage, tout ce qui est gestion aussi. Fait que tout le monde fait en fait ce qu'il aime dans la mesure du possible. Puis on essaie de laisser ça ouvert, dynamique puis participatif. Et comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut de l'information, on le dirige à quel endroit? Je dirais la plateforme principale, c'est icvicto.org. Donc là-dessus... Incroyable comestible ici. Oui, c'est ça, ic.incroyable comestible. Et vu que le mouvement est international, bien, c'est sûr que chaque ville a un peu sa couleur. Donc nous, on a le logo officiel avec une touche de vert. Et même, on a les logos vectoriels sur le site. Donc les gens peuvent se faire imprimer ce qu'ils veulent. Ils ont aussi des affiches disponibles. Donc c'est vraiment, là, au niveau de la visibilité, de travailler aussi là-dessus pour être uniforme, autant international qu'avoir une couleur locale et unifier avec les partenaires, tout ça. Fait que... Une belle façon de faire rayonner Victoriaville, une excellente initiative. Merci à vous. Merci. On rencontre maintenant Joanie Pelletier de chez Gestera. Bonjour Joanie. Bonjour. On s'est donné rendez-vous près de la polyvalente du CEFER pour parler d'un projet spécifiquement pour les jeunes qui découle de ce grand défi minceur-là. Oui, en fait, c'est ça. Il y a 2 ans, là, en 2013, la MRT Arthabasca a lancé le défi minceur. Donc, le premier défi qui a été lancé, c'est le défi 2 livres qui s'adresse principalement aux citoyens. C'est un défi qui est toujours en vigueur. On invite les citoyens à réduire de 2 livres par personne par semaine. La quantité de matières résiduelles qu'ils ont l'habitude de mettre dans le bac à déchets, mais qui pourraient aller dans le bac à compost ou dans le bac de recyclage. Et cette année, en 2014, on a décidé de lancer un tout nouveau projet là, spécifique là, pour les jeunes. Ça s'appelle Mon projet minceur. Dans la même ligne d'idée, là, c'est d'inviter les jeunes à faire un projet qui va favoriser la réduction des déchets dans leur école ou dans leur communauté. Et comment on a fait pour aller accrocher ces jeunes-là? Comment on s'y prend pour s'attaquer à cette clientèle-là?
Bien, d'abord, en fait, on a établi des partenariats stratégiques là, avec la commission scolaire des Bois-Francs, avec le Collège Claretin et avec le Cégep de Victoriaville. Donc, on a eu une collaboration hors pair là, des dirigeants de ces organisations-là qui nous ont permis ensuite de rencontrer les professeurs pour faire de la promotion le printemps dernier et ensuite de lancer officiellement le projet là, à l'automne. Les enseignants en ont parlé à leurs élèves, ils ont essayé d'intégrer ça dans des cours. Ça a donné des projets, puis on a eu un heureux gagnant là, ce printemps. Donc, les jeunes montent un projet, montaient une vidéo qui était ensuite mise sur le web et les gens pouvaient voter. C'était ça un peu le processus. La plupart des jeunes ont monté une vidéo, mais il y a des jeunes qui ont réalisé des projets. Par exemple, il y en a qui ont décidé de monter une activité d'éducation-sensibilisation qui sont allés présenter dans une école primaire pour sensibiliser les jeunes. C'est sûr que ces gens-là ont dû se filmer pour que nous, on puisse voir ce qui avait été réalisé. Donc, au final, oui, on a des vidéos pour chaque projet, mais c'est pas toujours une vidéo d'éducation-sensibilisation qui a été réalisée. Et c'est vraiment la population qui votait pour le projet gagnant. Exactement. Donc, les gens ont été invités à voter là, pour leur projet coup de cœur et c'est le projet qui a eu le plus de votes qui va se mériter, en fait, le Grand Prix qu'on va remettre le 28 mai prochain. Et à quoi ça ressemblait un peu les projets, là? C'était principalement des vidéos d'éducation-sensibilisation. Comme je l'ai dit tantôt, il y a eu une activité qui a été montée par des élèves du secondaire pour sensibiliser les élèves du primaire. Donc, ils sont vraiment allés là, un après-midi complet dans des écoles primaires pour faire vivre aux jeunes des activités d'éducation-sensibilisation. Il y a également eu un projet de friperie, donc pour sensibiliser là, les gens à réutiliser les matières qu'on peut encore utiliser plutôt que de les mettre aux déchets. Donc, c'est intéressant de voir ces projets-là, la vision des jeunes face à cette réduction des matières résiduelles. Oui, donc c'est une vision qui peut prendre différentes formes, soit un projet concret de friperie, soit une vidéo d'éducation-sensibilisation. Il y a également des jeunes qui ont décidé de travailler avec un projet questionnaire. Donc, les gens qui ont répondu aux questions ont vu c'était quoi les bonnes, les moins bonnes réponses. Donc, il y avait tout aussi une question d'acquisition de connaissances qui a été transférée auprès de la population. Et ça fait jaser, j'imagine, dans leur milieu, ce qui était, j'imagine, l'objectif premier de tout ça. Oui, bien, quand on souhaite qu'il y ait un changement de comportement dans notre société, il faut miser sur les agents multiplicateurs. Donc, plus on a de gens qui en parlent à d'autres personnes, qui en parlent à d'autres personnes, bien, ça augmente le nombre de personnes qui sont sensibilisées et qui adoptent le comportement souhaité. Donc, dans notre cas, plus de gens qui sont sensibilisés à la réduction des déchets. Et du côté de Gestera, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs avec ce projet minceur-là? Bien, on est très content. En fait, pour une première année, on s'était fixé un objectif de recevoir 10 projets. On en a reçu 12. Donc, déjà là, on a dépassé là, nos objectifs. Et puis, on a vraiment senti que les gens appréciaient qu'il y ait un projet qui était aussi adapté pour le milieu scolaire. Donc, on l'a travaillé en partenariat avec la commission scolaire. On l'a développé avec le directeur du CEFAR, qui est juste derrière nous, M. Guy Martel, merci. Et en collaboration aussi avec la direction de la commission scolaire. Puis, ça l'a porté fruit, dans le fond, au niveau secondaire. Là, les gens ont vraiment dit que c'était quand même assez facile d'intégrer le projet à leur cours et c'était ça l'objectif pour ne pas alourdir non plus tout ce qui doit se faire déjà là, dans une école. Pour commencer, notre projet visait à clarifier et à rendre plus interactifs les panneaux indiquant quoi mettre dans la récupération que nous trouvions peu intéressants à regarder et pas assez clairs. Ainsi, nous avons décidé de créer une tête de poubelle qui attirerait le regard et aiderait à améliorer le tri. Nous avons donc décidé de positionner notre bac à un endroit stratégique où plusieurs élèves passent pendant l'heure du midi. Donc, nous avons décidé que notre projet se déroulerait à la salle académique. Par la suite, nous avons décidé de faire une étude sur la quantité de déchets et d'objets récupérables que l'on pouvait retrouver dans les poubelles de l'école. Nous avons décidé que notre recherche durerait 4 jours. Voici donc nos résultats. Donc, c'est intéressant de voir que les jeunes ont embarqué dans ça, ce qui était très important. Bon, on s'entend que souvent, on passe le message maintenant par nos jeunes, par les écoles. Donc, un beau succès pour ce projet-là. Oui, puis on le voit que les jeunes ont vraiment un impact important. Ça fait 2 ans que la Ville de Victoriaville, en collaboration avec Solidarité Jeunesse, fait une journée porte-à-porte d'éducation-sensibilisation dans la Ville de Victoriaville. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on remarque qu'il y a un boom d'inscription au niveau du défi minceur. Donc, le message qui est porté par les jeunes lors du porte-à-porte, excusez le jeu de mots, mais porte fruit, parce que ça incite beaucoup les gens à s'inscrire au défi. Et ultimement, on imagine aussi là,
à réduire leurs déchets concrètement à la maison. Et de le faire en personne aussi, j'imagine que ça a un impact différent que de recevoir de la publicité. Tout à fait, parce qu'on fait une petite formation auprès des jeunes et ils sont quand même assez outillés pour répondre aux questions. Donc, si un citoyen qui ouvre et qui a une question, bien, c'est pas comme demander à l'ordinateur qui peut pas te répondre. Il y a vraiment un jeune qui est là qui peut te répondre. Puis sinon, on leur fournit des outils, des sites web et les jeunes peuvent référer là, les gens à ces sites web-là si jamais eux ne sont pas en mesure de répondre à la question. Donc, on peut peut-être rappeler les gens qui veulent de l'information sur ce défi minceur-là, qui veulent s'inscrire, comment ça fonctionne. Bien, en fait, c'est assez simple. J'ai mon petit autocollant ici. Donc, on va sur le site Internet défi2livres.com. Il y a une section « Je participe », puis on peut aller chercher le formulaire d'inscription là, dans cette section-là. On remplit le formulaire, puis ça nous... dans le fond, on est inscrit, puis ça nous demande si on veut recevoir l'autocollant. Si on l'a déjà reçu par les jeunes, on dit non pour la réduction des déchets. Si on n'a pas reçu, on va vous l'envoyer par la poste. Puis les gens qui s'inscrivent courent la chance de gagner des prix d'une valeur de 2000 $. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup, Joanie. Bienvenue. On rencontre maintenant Christine Saint-Pierre au Parc Terre des Jeunes. On s'est donné rendez-vous parce qu'il se passe plein de belles choses. C'est un site exceptionnel à Victoriaville. Oui, effectivement. Terre des Jeunes, ce qui est magnifique de ce parc-là, c'est premièrement un très grand parc et sa situation géographique, bien sûr, en plein centre-ville, accessible facilement avec les pistes cyclables. Alors, ça devient de plus en plus un rendez-vous pour les événements et les activités là, pendant la saison estivale. Au centre de la ville, comme ça, ne pas à se déplacer, c'est vraiment au cœur, tout près du centre-ville. Exactement. Et les pistes cyclables, comme je disais, passent tout proche. Alors, les gens n'ont pas de difficulté à se rendre ici. Puis, on a quand même 2 beaux grands stationnements là, pour les gens qui restent un peu plus loin. On a vu des nouveautés dans les dernières années avec les temps Roger-Paquet, le site pour recevoir des événements. Donc, c'est des investissements qui ont été faits là, récemment pour le Parc Terre des Jeunes. Exactement. Alors, comme les gens le savent, maintenant, la fête nationale, la fête du Canada, les événements ont lieu ici. D'ailleurs, à cette fin, l'an dernier, on a fait la construction, excusez l'expression, mais d'un pad. La grosse problématique qu'on a à Terre des Jeunes, c'est que c'est un site un peu marécageux. Alors, quand on faisait des spectacles et les camions avec les scènes devaient reculer, souvent, ils restaient coincés. Moindrement qu'il y avait une journée de pluie, les scènes restaient coincées lors de la fin des spectacles. Alors, on a aménagé un site vraiment pour recevoir les scènes, ajouter également de l'électricité pour nous éviter d'avoir à louer des génératrices. Alors, pour que ce soit le Festival de blues, Fête nationale, Fête du Canada, c'est vraiment bien comme site. Et les gens apprécient cet endroit énormément. Là, on l'a vu pendant les fêtes du 150e, tous les beaux spectacles qui ont eu lieu ici. Les gens étaient vraiment enchantés. Et ça attire les gens, oui, localement, mais les gens de l'extérieur aussi. Donc, c'était vraiment un site tellement beau qu'on voulait exploiter pour justement ces spectacles-là extérieurs. Exactement, parce que souvent, les gens de l'extérieur ne connaissent pas le site et ils viennent voir un spectacle et là, soudainement, ils découvrent la beauté de l'endroit et ils reviennent par la suite soit faire un pique-nique ou venir avec la famille. Alors, c'est très bien pour ça. Donc ça, c'était l'an passé. Cette année, il y a des nouveautés encore une fois. D'ailleurs, on est tout près de l'endroit où sera le 2e parc canin à Victoriaville. Très grande demande au niveau des parcs canins. Là, tout le monde a des toutous. Alors, je comprends ça. Moi aussi, j'en ai. Et c'est important d'offrir des sites pour les propriétaires de chiens pour faire courir les chiens parce que, faut pas se le cacher, normalement, on demande aux gens, c'est le règlement municipal d'ailleurs, là, que les chiens soient attachés. Puis je trouve que c'est très important de respecter ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, les chiens. Des fois, les gens se sentent pas en sécurité. Mais c'est important d'offrir des alternatives aux propriétaires de chiens, pardon. Alors, on avait déjà un parc canin à proximité de la SPA. Et maintenant, on a décidé d'en faire un peu plus central ici à Terre des Jeunes pour pouvoir accueillir les propriétaires et les toutous qui souhaitent courir en toute liberté. Donc, ça permet de profiter de cet endroit-là qui est bien différent de ce qu'on retrouve au niveau du parc industriel pour le parc canin, donc être en pleine nature au parc Terre des Jeunes avec nos chiens. C'est ça. Puis ce qui est fantastique ici, c'est avec les sentiers, vous pouvez aller marcher avec votre chien en laisse un petit bout de temps. C'est toujours bon. De toute façon, marcher avec notre chien en laisse, là, ça lui montre un peu d'autorité et un peu de discipline. Et par la suite, vous allez pouvoir l'amener ici au parc à chiens, pouvoir le laisser en toute liberté, là, s'amuser avec les autres toutous. Il y a tout un code par rapport à l'utilisation du parc à chiens. Et la SPA, d'ailleurs, donne souvent des formations dans ce sens-là parce qu'il ne faut pas arriver comme ça avec un chien au parc à chiens sans jamais l'avoir
essayé auparavant, là. Il y a toute une façon de fonctionner. Alors, la SPA, dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, nous donne un bon coup de main avec des formations pour montrer aux propriétaires à chiens de quelle façon se comporter là, avec leur pitou quand ils arrivent au parc. Et là, on voit que les travaux sont commencés, donc on peut s'attendre à voir l'ouverture de ce parc-là quand? Mais là, je vais mettre de la pression sur mon collègue directeur aux travaux publics parce que c'est des travaux qui sont faits à l'interne, hein, de régie interne. C'est le fun parce que de plus en plus, il y a des travaux comme ça qui sont réalisés par nos collègues. Alors, écoutez, ça devrait être d'une semaine à l'autre. La problématique qu'ils avaient, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un secteur très marécageux. Alors, il faut qu'ils attendent que le terrain soit bien sec avant de débuter les travaux. Mais c'est un projet là, qu'on veut livrer avant le début de l'été. Là. Alors, ça devrait être sous peu, mais je voudrais surtout pas mettre de la pression à mon collègue, M. Lachapelle. À quelque part au mois de juin, là, on pourra voir possiblement tout ça s'installer. Exactement. Puis c'est pas la faute à M. Lachapelle, c'est la faute au fait que le terrain n'est pas encore suffisamment sèche. Une autre belle nouvelle pour les familles, les enfants, c'est qu'il y aura un nouvel aire de jeu ici même au Parc Terre-des-Jeunes. Oui, parce qu'au fond, en faisant le parc canin, on est obligé de déplacer l'aire de jeu. Et d'ailleurs, les modules étaient vraiment dus pour être changés. On devait les changer d'une manière ou d'une autre. Mais on a décidé de centraliser les modules de jeu au stationnement sur la rue des Nations, qui est à l'autre entrée de Terre-des-Jeunes. Proche de tous les services, proche du stationnement aussi. La question quand les petites familles veulent apporter leur pique-nique. On voulait que ça soit pas trop loin. Alors, écoutez, ça va être j'ai bien hâte que les gens le voient. Ça va être un terrain de jeu magnifique. Il va y avoir 4 séries de modules. Alors, des modules pour les très, très petits enfants. Là, on parle de 0-2 ans. Les petits-enfants un petit peu plus vieux, puis 5-12 ans également. Et il va y avoir un immense jeu de câblage aussi, quelque chose qui était très apprécié ici. Alors, on va également mettre ça et de nombreuses balançoires parce qu'étant donné le haut taux de fréquentation à Terre-des-Jeunes, c'est important qu'il y ait plusieurs balançoires pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, et on veut tout respecter vraiment là, le coup d'œil nature. Alors, les couleurs ont été choisies en fonction de ça. Et même normalement, les bordures de zones amortissantes sont faites en plastique. Là, ça va être des billots de cèdre coupés. Là, vous allez voir, on veut vraiment, vraiment respecter le coup d'œil naturel. Alors, je pense que ça va être un de nos très beaux parcs. Et ça aussi, ça s'en vient au début de l'été? Oui, ça aussi, on ne se mettra pas trop de pression. Merci, Fanny. Mais je vous dirais avant, là, c'est ça, avant les vacances d'été. Là, mais notre but, là, c'était vraiment de livrer ça au courant du mois de juin. Donc, ce sera un rendez-vous cet été à ne pas manquer. Venez en famille, venez profiter de cet espace-là en plein cœur de Victoriaville. Oui, c'est ça. Venez profiter des nombreux événements, mais venez profiter également de ce site magnifique. Merci beaucoup, Christine. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui complète ce tout dernier épisode avant les vacances estivales. Entre-temps, d'ici à ce qu'on se retrouve à l'automne, je vous invite à suivre toutes les actualités municipales sur le site Internet de la Ville et bien sûr sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent été.